Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Machine. Aujourd'hui on va parler d'une machine un petit peu particulière, il s'agit d'un Netop, d'un barebone de Netop, je vais détailler tout ça. C'est le Shuttle XS35V4 et cette machine a ceci de particulier qu'elle est fanless, c'est-à-dire qu'elle n'embarque absolument pas une solution de ventilation active pour refroidir son processeur. Alors la dissipation se fait avec ce gros dissipateur, ce gros radiateur en aluminium avec un petit élément ici en cuivre qui conduit la chaleur. Et j'ai intégré un SSD dans l'engin, ce qui fait que le système entier ne fait absolument aucun bruit. Le bruit que vous pouvez entendre en fond dans cette vidéo, c'est le bruit que font d'autres machines dans cette pièce, mais celle-ci en particulier ne fait absolument aucun bruit. C'est un barebone, c'est-à-dire que vous avez une machine qui est livrée nue, c'est-à-dire sans mémoire vive et sans stockage. Par défaut, il n'y a même pas de lecteur optique, il y a un cache à la place de ce lecteur optique. Alors ce qui est intéressant avec ce type de barebone, c'est que vous avez le choix d'installer la solution que vous voulez à l'intérieur, c'est-à-dire mémoire, stockage, et même une option pour ne pas mettre un lecteur optique, mais un second stockage. Donc il est tout à fait possible et de plus en plus accessible. Ici j'ai mis 4 Go de mémoire vive, on peut mettre un SSD de type 256 Go et on se retrouve avec une solution qui est absolument inaudible, ce qui a beaucoup d'avantages évidemment. Avantages qui sont liés à ce format qui est particulier, qui est un format qui est très compact, on a vraiment un PC très compact et qui peut donc se glisser n'importe où, et qui a l'avantage de se glisser n'importe où sans faire de bruit, et donc dans un salon, dans une bibliothèque, dans une chambre, c'est une machine qu'on peut vraiment mettre n'importe où. On sait qu'elle est en marche parce qu'il y a une petite LED à l'avant qui clignote, une petite LED qui ne clignote pas, qui indique qu'elle est allumée, et une seconde qui est un témoin d'activité de l'engin, de son stockage. Évidemment, il est possible de monter une solution avec un stockage mécanique. Dans ce cas-là, la machine va faire un peu de bruit, ce qui est peut-être un petit peu dommage. Il y a une troisième solution, c'est une solution hybride. Avec un accessoire, on peut mettre un deuxième stockage et donc mettre un SSD pour le système et un second stockage en mécanique, et là on a une solution qui va faire du bruit quand on va accéder à ces données sur le système mécanique. Voilà, alors là j'ai installé un Windows 8 sur cette machine là et on va faire un petit peu le tour de ce qu'elle est capable de faire, parce que vous allez voir c'est assez intéressant. La puce, c'est pas parce qu'on a un système qui est fanless, donc qui est un dissipateur très basique, pas de ventilation, qu'on est sur une puce vraiment bas de gamme. Oubliez les Netop de l'époque Atom N qui étaient vraiment assez léger niveau performance, à part certains modèles assez bien équipés, mais là voilà, on est sur une solution Celeron J1900, un Celeron assez performant, qui embarque en plus un chipset graphique Intel qui est de la génération Ivy Bridge, donc la troisième génération des corps d'Intel, qui a des performances tout à fait honorables. Donc on va regarder rapidement. L'usage de base de ce type d'engin, c'est la bureautique, c'est-à-dire c'est un poste qu'on va pouvoir mettre sur un coin d'un bureau, sous un bureau, quelque part, et faire de la bureautique, vraiment tout ce qu'il y a de plus bateau. Alors si vous avez déjà connu des Netop, vous allez avoir une petite surprise par rapport au Netop sous Atom. Ici, avec le Celeron, on est sur une solution, en plus avec un SSD, donc bien rapide, on est sur une solution qui va pouvoir gérer des documents assez lourds. Ici, j'ai installé OpenOffice, j'ai téléchargé Darwin, l'origine des espèces, c'est un fichier RTF qui est ici ouvert et qui fait 295 pages. Alors ces 295 pages, vous avez pu le voir, sont ouverts assez rapidement. Je vais pouvoir naviguer dedans sans broncher comme dans du beurre, hein, c'est vraiment très fluide. Ça s'affiche comme on veut, il y a la possibilité vraiment de faire des choses très complexes. La machine suit tout à fait la demande que vous pouvez avoir d'affichage de ce document qui est pourtant assez gros et ça se passe sans problème. Vous avez déjà, je ne sais pas si vous le voyez bien, vous avez déjà à l'écran les mots que la machine ne reconnaît pas qui sont soulignés pour montrer des fautes éventuelles. Donc tout ça c'est fait de façon très transparente, très simple, très fluide, c'est très agréable. Il n'y a vraiment aucun problème pour tout ce qui va être bureautique, que ce soit du tableur avec trois feuilles de classeur qui se mélangent niveau formule et autres. La bureautique, c'est tout à fait acceptable et exploitable avec ce type d'engin. Le Shuttle le gère parfaitement bien. Donc tout ça, c'est vraiment un acquis.
Autre élément qui était souvent assez lourd et difficile à gérer sur les anciens Netop, c'était les PDF. Alors là, je vais lancer Foxit qui est un lecteur de PDF gratuit qui marche bien. Et je lance le manuel de PHP. Alors le manuel de PHP, c'est donc un langage de programmation. C'est un manuel qui fait gentiment ses 4081 pages et dans lequel, là encore, on va pouvoir vraiment, là je travaille avec le chapitrage, donc je peux accéder au chapitre 22 et aller fouiller dans le chapitre 22, j'ai aucun souci, mais je peux aussi naviguer dedans de façon vraiment super fluide et aller retrouver de la documentation sans aucun problème. Encore une fois, je peux zoomer, dézoomer. J'ai vraiment zéro souci à l'affichage de cet énorme PDF. Donc là aussi, c'était quelque chose qui pouvait poser problème sur les Netop avant, notamment les premiers Netop en Atom N, encore une fois, qui étaient vraiment largués sur des documents de ce type-là. C'était assez fréquent qu'ils soient vraiment qu'ils se mettent à mouliner quand on dépassait un certain nombre de pages. Ici, c'est pas le cas. On a vraiment la possibilité de travailler, de surligner des éléments, etc., etc. Tout ça, c'est d'une fluidité tout à fait exploitable pour un étudiant ou pour n'importe qui. En bureautique, c'est vraiment une machine qui se défend très très bien. Voilà. Donc, la bureautique, je voulais faire ça rapidement, mais c'est important d'en parler. Je ne vais pas sauvegarder tout ça. Donc, la base, c'est la bureautique. Ça a été fait pour ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller un petit peu plus loin et par rapport à des usages que je peux avoir, moi, depuis très très longtemps avec mes machines. Et en particulier un programme que j'adore qui sert pour gérer des bases de données de livres, de CD, etc. de près, que j'utilise sur un Netop monté en Atom N et qui fonctionne bien sur ce type de Netop, mais qui monte ses limites. Alors ça s'appelle Collectors. Ici, c'est la version Book Collector qui permet donc de gérer une base de données de livres. Alors, on peut gérer des DVD, on peut gérer plein de choses. C'est assez bien fichu. Comment ça se présente Collectors? Pour que ça soit vraiment pratique, il faut acheter ce genre d'outils. Alors, ça se trouve en Chine. C'est un lecteur de code barre, hein, c'est tout bête. Ça émule en fait votre clavier et ça permet de lire des codes barres et de les utiliser directement à l'écran. Alors, comment ça marche? J'ajoute un livre. Je vais prendre un de mes bouquins, donc à la découverte du Raspberry Pi. Je vais scanner le code barre. Il me le tape. Et il me trouve à la découverte du Raspberry Pi. J'ai pas l'image, donc je vais lui demander de me trouver une image. Trouver image de couverture. Il fouille sur le net, en fait, avec le code barre, il va fouiller sur diverses bases de données. Et il me trouve la couverture, donc, de mon bouquin. Vous voyez un petit peu le côté pratique du truc, c'est que j'ai mon bouquin dans ma base de données maintenant et je vais pouvoir gérer non seulement cette base de données, savoir que je l'ai, savoir où je le range, mais savoir également si je le prête, à qui je le prête, etc. Donc c'est comme une mini-bibliothèque municipale que vous pouvez faire chez vous. Et c'est assez sympa. Donc le produit, et ça y est, il est arrivé dans ma base. Je vais en rajouter un second pour que vous voyez bien comment ça marche. Un deuxième bouquin. Il cherche, il trouve Feynman. Je vais lui demander encore une fois de trouver l'image de couverture. Il fouille sur le net. Normalement, il devrait me trouver la couverture qui correspond à ceci. Voilà, off. Donc j'utilise cette image et je me retrouve avec mon bouquin dans ma base. Donc encore une fois, voilà, un truc vraiment très pratique. Au quotidien, j'ai 2 bouquins dans ma base que je viens de rajouter. J'en ai un troisième, j'avais fait un essai avant. Voilà, ils sont là et à partir de là, j'ai tout ça qui est préenregistré directement. Donc je peux voilà, c'est un usage qui paraît un petit peu anecdotique. Pourquoi je vous en parle avec ce type de solution? C'est tout simplement parce que cette machine étant absolument silencieuse, on peut la glisser dans une bibliothèque et s'en servir à ça. Ça coûte 20 $, sur le net et ça permet vraiment de gérer énormément de choses, du DVD, du CD, etc. Encore une fois, c'est un usage qui peut être vraiment sympa de ce type d'outils. Voilà, c'est un peu anecdotique, mais ça peut être très pratique également. C'est pas le tout, je voulais pas m'arrêter là non plus, donc je me suis intéressé à d'autres usages de la machine. D'abord à des usages un petit peu multimédia qu'on a tous avec ce type d'engin, qui sont des usages assez didactiques. Et là j'ai pensé tout de suite évidemment à Google Earth qui est quand même
un des trucs les plus didactiques qui soit. Et vous allez voir que là, encore une fois, c'est pas le truc le moins bien géré de la machine. On va aller en Pologne, voilà, très bien. Et on va pouvoir s'apercevoir que tout ça, ça se passe vraiment très convenablement. Voilà, donc usage vraiment super didactique de ce type d'outils. C'est parfaitement géré. On va retourner à Paris. Et vous voyez, c'est super fluide. J'ai l'affichage 3D qui commence à se mettre en place. Donc voilà, c'est vraiment l'usage typique qui peut aider un enfant à faire de la géo, etc., etc. Enfin, c'est vraiment des usages très communs d'une machine bureautique aujourd'hui. Donc Google Earth, pas de souci, on a vraiment un affichage qui est fluide, hein, ça marche plutôt bien. On va aller encore un petit peu plus loin, évidemment on va aller surfer un coup. Et donc, on va commencer par aller voir un site au hasard. Voilà, mini machine. Vous allez voir, ça se charge très vite. On va lancer aussi Le Monde, qui est une page assez gourmande. Voilà, là, Le Monde, ben, ça s'affiche aussi très correctement. Ça met un peu plus de temps, évidemment, parce que c'est une page assez gourmande. Sur mini machine, bah, ça tourne très bien. On va rajouter à ça YouTube. Et on va aller voir la dernière pub GoPro pour me parler un peu de streaming. Alors, je vais la passer directement en 1080p pour qu'on ait une image un petit peu jolie. Le streaming, encore une fois, c'est un des usages du quotidien de ce type de machine-là. Le streaming avec un engin en fanless, c'est complètement possible, même en 1080p. La seule restriction, ça va être votre débit Wi-Fi. En 1080p, il faut souvent utiliser avec ce type d'engin l'Ethernet intégré, donc un réseau filaire. Il est possible d'utiliser du Wi-Fi, mais c'est pas forcément super efficace. Je vais monter un peu le son, on va lancer la vidéo, la précharger un petit peu, et on va voir ce que ça donne. Là, je suis en 1080p là, hein, donc j'ai une image qui est assez jolie à l'écran. Bon, c'est du YouTube, hein, mais c'est assez joli. J'avance dans l'image. Voilà, donc on va couper le son. Donc pour tout ce qui est streaming, encore une fois, le J1900, le Celeron embarqué ici avec 4 Go de mémoire vive, ça se passe parfaitement bien. Il n'y a vraiment pas de souci de fluidité, etc. On peut regarder tout type de films en streaming, ça pose pas de souci. Donc tous les usages YouTube, etc. C'est plutôt sympa. La machine a deux sorties vidéo, VGA et HDMI, donc on peut très bien imaginer un poste de salon avec un écran VGA à côté qui va permettre de travailler, faire de la bureautique, et aussi un long câble HDMI qui va jusqu'à un écran de télé plus grand pour ce type d'usage-là. Par contre, petit bémol, si on travaille d'un côté, l'affichage en 1080p de l'autre va être plus ou moins saccadé, ça va pas être forcément génial, il faudra se limiter à du 720p ou inférieur pour avoir un affichage parfait sur le second écran. Donc le web, ici avec 4 Go de mémoire vive, on peut avoir 40 onglets ouverts, ça pose vraiment pas de souci. On est sur une solution qui est tout à fait viable à ce niveau-là. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Bureautique web, zéro souci avec ce type d'engin.
Alors, on va fermer ça et on va aller lancer... Qu'est-ce que j'avais préparé? Un jeu. Avant un jeu, on va lancer un petit coup de VLC. Donc VLC, c'est un programme de lecture multimédia qui va lire des MP3, etc., etc. Et on va ouvrir un fichier que j'ai préparé, qui doit être dans ma clé, voilà. Hop. Donc voilà, j'ai ouvert Gravity sous VLC en 1080p. Encore une fois, sans problème, on peut naviguer dans le fichier, on peut avancer, reculer, tout se passe très très bien. On a vraiment zéro souci d'affichage. C'est une machine qui peut tout à fait lire du 1080p à l'écran sans aucun problème, donc évidemment tous les formats inférieurs et tous les formats audio habituels. Alors il y a des codecs qui ne sont pas forcément super bien pris en charge, ça va dépendre à la fois de votre lecteur, du logiciel que vous allez utiliser pour lire ce fichier, et il y a certains codecs où la machine a clairement du mal, hein. Les H265, c'est pas la peine. Tous les codecs habituels sont parfaitement pris en charge, et donc ça se passe vraiment très très bien. Je vais mettre un peu de son pour qu'on voit ce qui se passe. Voilà, là il y a du son dans l'espace, c'est sympa. Donc bon, on va passer ça. Donc lecture multimédia, encore une fois, parfait. Tout ce qui va être MP3, FLAC, tous les fichiers audio, même complexes. Par contre, pas de sortie SPDIF, donc une sortie HDMI uniquement. Branchez ça sur un ampli, vous avez un son tout à fait correct avec ce type d'engin. Plus compliqué, on va aller faire un petit tour du côté de chez Photoshop. Photoshop, voilà, hop. J'ai installé la version de démo. Donc c'est Photoshop CC, Creative Cloud, c'est la dernière version de Photoshop. Ça se charge plutôt correctement. J'ai pas précisé, la machine se réveille en 10 secondes, enfin s'allume en 10 secondes, d'un bout à froid, se réveille en 3 à 4 secondes quand on la met en veille. Donc c'est une machine qui est tout le temps disponible. Il suffit de la laisser partir en veille et de la réveiller, et on est vraiment sur une solution très sympa. Je suis en version d'évaluation, je vais ouvrir un fichier qui est issu d'un appareil photo numérique, j'en ouvre deux d'ailleurs, qui sont issus de réflexes numériques qui sont assez lourdes, c'est des grosses images, là je suis en 25% d'affichage, malgré mon joli écran, et donc on va se retrouver avec une solution qui est tout à fait exploitable. Vous allez voir. On va se mettre en 100%, et j'ai une fluidité qui est, encore une fois, tout à fait exploitable. Sur ce type d'affichage-là, je vais pouvoir travailler mon image sans aucun souci. Zoomer, dézoomer, faire des zones de tampon. On va faire rapidement un petit tampon. Voilà, on va faire une épaisseur un petit peu rigolote. Hop. Et on va aller utiliser cet outil. Voilà, je peux dupliquer mon truc, c'est vraiment super fluide, il y a pas de... Alors c'est pas une machine de retouche, hein, j'ai pas dit ça, ça le sera jamais, hein, c'est pas une machine de retouche d'image. L'idée c'est plutôt de pouvoir faire de la photo personnelle et de pouvoir l'utiliser pour faire de la retouche au quotidien, des petites retouches habituelles. Photoshop, c'est pas forcément le programme le plus adapté pour cet exemple, mais on sait tous que c'est un programme qui est assez gourmand, et là on se rend compte que cette gourmandise est bien gérée. Donc voilà, je vais faire un petit essai de suppression. Pof. Voilà, donc j'ai 3 tours là-bas qui me gênent. Je vais essayer de les supprimer, je sais pas ce que ça va donner. À mon avis, ça va pas très bien marcher, mais ça va donner un bon exemple du temps de traitement de ce type d'usage. Encore une fois, c'est une très grosse image, hein. Là, je suis à pas 50% du total. Donc voilà, j'ai essayé de supprimer un peu mes tours. C'est plus ou moins moche, c'est rattrapable assez facilement, je pense. Mais ça fonctionne. Alors, c'est pas une machine, encore une fois, qui va servir à un professionnel pour travailler. Par contre, ce qui est génial, c'est d'avoir une machine qui est capable de gérer vos photos de vacances, de vous permettre de les envoyer en ligne, de les travailler longtemps, sans avoir le ronron d'un PC qui vous suit. Ça, c'est vraiment un gros bonus par rapport à pas mal de solutions. Donc Photoshop, c'est tout à fait gérable.
Donc tous les autres programmes en dessous, évidemment, hein, tous les programmes inférieurs à Photoshop qui proposent moins de fonctionnalités, qui sont moins gourmands en mémoire, de retouche d'image, vont être pris en charge par ce type d'engin. Le Seiron J1900 gère ça sans aucun problème. Encore une fois, vous voyez que les chargements sont plutôt rapides. Alors j'ai voulu pousser le bouchon encore un petit peu plus loin en faisant tout simplement une session de jeu. Tout ce qui va être jeu 2D, c'est pas un souci pour la machine. Typiquement les jeux facebookiens, voilà, c'est pas des soucis. Les jeux qui demandent assez peu de ressources sont très très bien gérés. J'ai essayé avec un truc un petit peu plus tordu, c'est Torchlight 2, qui est pas le jeu le plus récent du marché, mais qui est un jeu en 3D. Et a priori, la machine n'était pas vraiment super apte pour ce type d'usage. Encore une fois, là, c'est un Celeron J1900 et c'est une machine qui est avec un système graphique qui est pas des plus récents et 4 Go de mémoire vive. Je relance ma partie. Donc c'est un programme qui met un peu de temps à se charger, on va en profiter pour détailler le jeu. C'est pas une machine qui est faite pour le jeu, hein, surtout pas, l'achetez pas dans l'optique jeu, c'est une machine qui peut vous dépanner entre guillemets pour le jeu. C'est-à-dire que vous allez pouvoir la mettre dans le salon et lancer 2-3 jeux en plus des autres activités que vous pouvez faire avec, et elle arrivera à s'en débrouiller s'il ne s'agit pas de jeux super récents et que vous baissez la qualité globale du jeu. C'est-à-dire qu'on peut jouer en assez haute définition. Par contre, c'est impossible de mettre tous les détails qu'on peut avoir sur ce type de jeu habituellement. Là, c'est assez pauvre en détails, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'anti-crénelage, il n'y a pas de fonctionnalité avancée, il n'y a pas d'éclairage, etc. Par contre, je suis, je crois, en 1920 par 1080, voilà, 1920 par 1080, j'ai enlevé la plupart des détails qui faisaient que c'est un jeu joli. Par contre, du coup, c'est jouable. Et c'est même assez fluide par rapport à ce type d'affichage, c'est assez surprenant, la machine s'en sort très très bien. Ah. Voilà, donc vous voyez un petit peu le jeu est tout à fait jouable, hein, il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Encore une fois, c'est pas une machine faite pour le jeu, mais c'est une machine qui peut vous dépanner dans ce type d'usage. Alors par rapport à ça, il y a un truc assez intéressant, je vais sortir un petit appareil qui n'est pas l'appareil le plus précis du marché, hein, clairement pas, qui est un thermomètre infrarouge qui va nous permettre de regarder un petit peu ce que ça donne niveau température. Et on va s'apercevoir que l'engin est assez surprenant dans sa gestion de la température. Par exemple ici sur la partie, c'est pas l'appareil le plus précis du monde, ça veut dire qu'il peut y avoir jusqu'à 2 à 5 degrés d'écart par rapport à un appareil pro. Mais enfin, ça donne une bonne idée de ce que ça peut donner un engin de ce type-là niveau température. Donc voilà, là si je mets mon petit pointeur laser sur mon dissipateur, je me rends compte que je suis entre 32 et 25 degrés suivant les endroits où je le positionne. Là je monte à 35, donc sur la partie la plus basse, 36 même, sur la partie la plus basse du dissipateur, et si je monte tout en haut sur les petites ailettes, je vais être à 29, 30, voilà, dans ces eaux-là. Donc ça reste tiède, en fait on a un processeur qui est dissipé passivement, mais qui reste tiède. Et ça, même après une session d'1 heure de jeu en boucle, il n'y a pas de différence, ça reste toujours, ça dépasse rarement les 39 degrés en fait sur cette partie-là. Alors ce qui est le plus amusant, c'est qu'à côté, on a la mémoire vive qui, elle, est grimpée à 41 degrés. Entre 39 et 41 degrés sur les composants, on est à 41 degrés. Donc c'est assez rigolo de voir que la mémoire finalement est plus chaude que la partie processeur qui pourtant tourne et est assez sollicitée en général. Le SSD est à 25 degrés, donc c'est tout à fait raisonnable, et le Wi-Fi chauffe plus, il est à 35 degrés. Donc finalement, dans cette solution, ce qui va chauffer le plus, c'est la mémoire et le Wi-Fi.
qui sont assez sollicités. Et le processeur peut être dissipé tout à fait passivement, donc par une circulation d'air l'air chaud remonte, donc qui passe par le dessus de la machine, sans qu'il y ait besoin de ventilation. C'est vraiment le gros plus de cette machine. Pour le reste, c'est un engin qui n'a pas vraiment de gros défauts. J'en vois un par rapport à sa taille, à son encombrement. C'est-à-dire qu'on vous propose ce type d'engin avec un encombrement qui est très très fin en largeur, en hauteur. C'est vraiment une machine qui prend pas de place du tout. C'est vrai qu'on peut la glisser entre deux piles de bouquins dans une bibliothèque. Par contre, ce pied-là n'est pas là pour rien. Il est là pour... on est obligé de le poser sur le pied. On ne peut pas la mettre à plat, on ne peut pas la mettre sans le pied. Elle a vraiment été pensée pour ce pied. Et il est là pour vous rappeler que vous n'avez pas le droit de coller un bouquin à cet engin. Alors évidemment, quand elle est refermée, hein, là je l'ai ouvert, hein, normalement il y a un petit cache. Quand elle est refermée, on voit bien qu'il y a une grosse aération sur le côté de la machine, hein, c'est pas anecdotique. Il faut absolument que ça soit respecté, et donc qu'il n'y ait rien qui colle. Il ne faut pas qu'il y ait un bouquin qui vienne coller la machine, il faut qu'elle soit arrêtée par ce pied qui est donc là pour faire une espèce de frontière fantôme entre le côté de l'engin et l'air qu'il doit garder pour pouvoir respirer. Si vous collez des choses autour de cette machine ou vous posez quelque chose dessus, elle va s'étouffer, ça peut être dangereux pour sa survie. Donc l'encombrement en épaisseur notamment est plus important que l'encombrement proposé par la machine par défaut. Voilà. À part ça, gros avantage de l'engin, donc c'est son silence, sa compacité, un prix qui est relativement contenu puisqu'il est à moins de 200 € en format barebone, 200 € auquel il faudra ajouter donc le prix d'un SSD. Aujourd'hui, on trouve des 256 Go pour vraiment pas trop cher. De la mémoire vive, c'est pareil, c'est des choses qui sont super abordables aujourd'hui en 4 Go, on trouve ça vraiment assez facilement. Et un système, là ça se complique. Windows, aucun souci, que ce soit Windows 7 ou Windows 8. Linux, ça va poser des soucis si vous voulez installer Ubuntu, il va falloir travailler un petit peu pour y arriver. Les systèmes libres en général sont utilisables, en tous les cas ils démarrent en live CD. C'est plus ou moins facile ensuite à faire reconnaître l'ensemble des composants que vous avez à l'intérieur de la machine, donc c'est à réserver à un public un petit peu plus averti. Un Windows, ça s'installe vraiment en 20 minutes top chrono, sans aucun souci. On a un engin qui au bout de 20 minutes est tout à fait exploitable et on se retrouve vraiment avec une solution très agréable de par son silence, ses capacités, sa connectique qui est assez riche et voilà, un usage tout à fait adapté, on va dire, à un public familial qui cherche pas une machine de jeu mais qui cherche une machine pour le quotidien, les usages du quotidien et qui vit, je ne vais pas dire les uns sur les autres, mais qui vit par exemple avec un PC dans le salon qui fait aujourd'hui du bruit, on peut le remplacer par un Shuttle XS35 V4 et avoir vraiment que du confort. Voilà, c'est tout, à bientôt.